Et de retour sur Trafic, ce mois-ci, on traite de la question de la précarité, de la solidarité. On a fait le choix de vouloir faire une table ronde sur les questions des étudiants, et en particulier la précarité étudiante. Que faire? Valenciennes, c'est une ville étudiante, parce que l'université compte près de 10 000 étudiants. Donc on a décidé, on sait que la faculté, l'université de Valenciennes, est vive, a des forces vives, des associations, des syndicalistes, etc., qui mènent tous les jours ce combat contre la précarité étudiante. Et donc on a autour de nous déjà Babacar. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors n'hésite pas à parler bien fort près du micro. Donc tu es président d'association? Oui, je suis président de l'association CESVAL, Cercle des étudiants sénégalais de Valenciennes. L'année dernière, j'étais le secrétaire général adjoint de l'association, mais cette année, l'association m'a nommé. N'hésite pas à parler plus fort, je suis désolé. D'accord, merci. Mais pour cette année, l'association m'a nommé comme président élu du CESVAL. Et ça consiste en quoi l'association? Bon, l'association CESVAL est une association qui accompagne les étudiants à la scolarité et d'identifier les structures accompagnant les étudiants à la scolarité, aussi d'aider les étudiants socialement et aussi d'aider aussi les étudiants qui viennent du pays pour venir étudier en France. Merci. De toute façon, on aura l'occasion de revenir dessus, puisqu'il y a une grande communauté d'étudiants étrangers à l'université de Valenciennes. Bonjour Antoine. Bonjour. Donc vice-président à l'université polytechnique des Hauts-de-France, vice-président étudiant. Donc en quoi ça consiste déjà un vice-président étudiant? C'est une vaste mission, mais disons qu'on pourrait la résumer par porter la voix des quand même presque 13 000 étudiants de l'UPHF. Et oui, en effet, il y a près de 15% des étudiants internationaux, c'est un gros score pour une université. Nationalement, on est à moins, on est presque à 10%. Donc porter leur voix, les représenter auprès des différentes administrations, les représenter dans les conseils, les représenter partout où ils n'ont pas déjà une voix, parce que les étudiants siègent aussi eux-mêmes dans les conseils. Il y a diverses organisations qui siègent déjà. Et là où ils ne siègent pas, je suis là pour les représenter. Et du coup, je siège aussi dans les commissions d'aide sociale de l'université, dont on pourra parler sur la lutte contre la précarité. On aura de toute façon l'occasion de revenir sur concrètement comment l'université combat, ou le Crous aussi, mène un combat contre la précarité étudiante. Adèle, bonjour. Bonsoir plutôt, parce que vu l'heure, bonsoir. Alors je te laisse te présenter, parce que tu as deux casquettes. Moi je suis élu à la FEM, donc je suis VP Agoré et innovation sociale. Donc je gère en même temps l'épicerie solidaire qui est sur le campus de Montrouge. Et je gère également tout ce qui est innovation sociale et initiative solidaire sur les trois campus qui sont Valenciennes, Maubeuge et Cambrai. Ok, on aura l'occasion aussi, je pense, de revenir un peu sur comment ça fonctionne l'épicerie Agorae, l'épicerie sociale, l'épicerie solidaire étudiante. On aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur comment ça fonctionne et est-ce que, dû à la crise, tu as vu peut-être une augmentation de la fréquentation, etc. Gaëtan, syndicaliste étudiant, bonsoir. Bonsoir. Alors peut-être, voilà, en quoi ça consiste un syndicaliste étudiant? Alors, le CELA CGT Valenciennes, on est un syndicat étudiant lycée apprenti. On va essayer de lutter contre la précarité, mais aussi de s'intéresser aux causes. Donc là, par exemple, ces derniers jours, on était en action en soutien aux grévistes de l'hôpital de Valenciennes, des filles qui font le ménage dans l'hôpital. Et il y en a une bonne partie, 30-40%, qui a en dessous de 25 ans, donc qui, à la place de faire des études, nettoient l'hôpital tous les jours, et pour beaucoup n'ont pas fait d'études. Et on a aussi une présence concrète sur le terrain pour aider des cas individuels. On va sûrement parler après des assistantes sociales, etc., pour obtenir des papiers. Et on va essayer de mener le maximum de combats possibles pour sortir les étudiants de la précarité. On a vu par exemple que dernièrement le gouvernement avait autorisé 100 repas gratuits par an pour les boursiers. Nous on pense qu'il faut aller plus loin et on sait que le gouvernement cédera à ça si on arrive à se mobiliser. Donc ça fait partie de nos combats contre la précarité. On reviendra de toute façon sur aussi vos solutions, peut-être à titre individuel ou au titre de vos différents mouvements pour lutter contre la précarité étudiante. Tout d'abord, ça se manifeste comment la précarité étudiante? Parce qu'on en parle beaucoup, c'est souvent évoqué à la télévision, mais vous, au regard de vos différentes fonctions associatives, etc., comment ça se manifeste concrètement quand on est par exemple à l'épicerie? Comment est né ce projet par exemple? Qu'est-ce qui a amené des étudiants à s'organiser pour la création d'une épicerie solidaire? Alors depuis 2014, donc l'association a quelques années derrière elle. Depuis 2014, c'était un projet qui était porté par la FEV, fédéré par la FAGE, qui avait pour vocation d'aider les personnes en difficulté, les
étudiants, surtout d'origine étrangère et française, qui se retrouvent avec nous, notre moyen d'évaluation en fait. On parle de reste à vivre journalier, et c'est ce qui nous permet vraiment de créer un critère. Mais au-delà de ça, on va sur le cas particulier, en ayant des entretiens, en ayant des discussions et en remplissant certains dossiers, qui nous permettent d'évaluer le cas de chacun et vraiment apporter une solution adaptée. Et on propose plusieurs types de services, selon le cas. On travaille avec des psychologues, des assistantes sociales, et on fournit également une aide alimentaire. Combien d'étudiants bénéficient aujourd'hui? Tu sais le chiffrer un peu? Là, tout de suite, on est à pas loin de 98. 98 étudiants sur Valenciennes. Ça représente 20 à 30 étudiants de plus que ce qu'il y a d'habitude. Qui s'explique par le contexte sanitaire, j'imagine. Également, et c'est 20 à 30 de plus que chaque année. Je reçois régulièrement des nouveaux dossiers qui sont validés ou pas, mais j'en reçois régulièrement. Merci, merci. Alors comment ça se manifeste aussi au regard de vos fonctions d'élus, de syndicalistes, d'associations étudiantes? Comment vous le constatez? Comment vous avez pu le constater, cette précarité étudiante qui grandit, parce que les chiffres, quand on regarde le secours catholique, le secours populaire, chacun s'alarme de la situation des étudiants, qui plus est avec cette crise sanitaire qui était déjà, il y avait déjà une réalité étudiante, mais qui s'accentue et s'aggrave avec cette crise sanitaire. Comment vous l'avez constaté, vous, dans vos différentes fonctions? Alors, parle près du micro, n'hésite pas. De notre côté, l'année dernière, nous avons fait des descentes chez chaque étudiant et on a constaté qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient des problèmes de psychologie. Aussi, il y avait des étudiants qui avaient aussi des problèmes de finances, en fait, des crédits à rembourser, des trucs de finances aussi. Il y avait aussi beaucoup d'étudiants qui capitalisaient en général sur le job d'été. Mais hors cette année, il n'y a pas beaucoup de job d'été. Ça a causé que beaucoup d'étudiants ont perdu leur job et ils n'ont pas le revenu pour cette année. Mais l'année dernière, on avait fait des distributions de denrées alimentaires. Aussi, on avait distribué des masques à l'université et aussi à la communauté sénégalaise et africaine. Et aussi à l'université, je peux dire. Et toi, vous constatez par exemple des étudiants qui sont dans une situation de surendettement parce qu'ils se sont endettés pour venir étudier et j'arrive pas à rembourser des crédits, etc. Alors n'hésite pas à parler, je suis désolé, j'insiste, mais c'est pour je vois que les techniciens demandent. En fait, parce que l'année dernière, je peux dire, il y avait mon ami, un ami avec qui j'habitais, qui avait des problèmes de psychologie. Parce qu'il était seul. Un jour, on ne l'avait pas vu, mais on est entré dans la chambre et on l'a vu rester sur place, de faire des discours, de faire des va-et-vient, mais on n'avait pas compris ce qui s'est passé en fait. Mais du coup, elle avait perdu connaissance et on l'a amené à l'université à Montréal, l'instance sociale, pour l'aider en fait de se surmonter. Mais c'était difficile l'année dernière, mais l'association a pu faire son mieux pour aider les étudiants à donner des denrées alimentaires. Affronter la crise et le confinement. Le confinement, oui. Ça, et de donner des masques aussi. Et justement, par rapport à ça, on voit que souvent cette précarité financière amène aussi une rupture sociale, etc. Si je peux me permettre, le profil d'étudiants qu'on reçoit, nous, parce que du coup on a les profils par rapport à nos dossiers, on voit la situation familiale, monétaire, etc. Le profil n'a pas changé, étonnamment. C'est des personnes qui ont vécu à l'étranger, qui sont venues étudier en France, qui avaient mis de l'argent de côté, mais qui comptaient absolument sur trouver un job étudiant en arrivant, ou alors trouver des solutions temporaires. Et avec le Covid, c'est impossible, ou extrêmement difficile. Et donc le profil n'a pas changé, mais on est sur des situations de surendettement. Ou alors, nous on voit régulièrement, on apparaît de reste à vivre. C'est ce qui, sur le mois, c'est ce que vous gagnez moins les charges. On en a pas mal qui sont négatifs, donc les gens s'endettent. Et donc les gens vivent sur leur réserve. Et on a tendance à négliger l'alimentaire, les vêtements. Donc en fait, on est dans un état de survie aujourd'hui. On n'est plus sur une vie agréable et une vie étudiante saine. On aura de toute façon l'occasion de revenir sur que faire aussi par rapport à les situations que vous évoquez. Nous, on voit, vous disait comment on voit la modification due à la situation sanitaire. On a un fonds, alors normalement c'est le CRUS qui a la charge des aides sociales, avec les ASA et les ASAP.
Alors peut-être les acronymes, on peut les... Les ASAP, c'est des aides annuelles et ponctuelles. Ok. Je ne pourra pas vous dire la formule exacte. Ok. Ou ASAP, aide annuelle, aide ponctuelle, en plus des bourses. Et l'université a un fonds social de développement des initiatives étudiantes et il reste toujours un delta d'argent. Et là-dessus, c'est quelque chose qui sert aux assistants sociaux à aider les étudiants qui sont dans des situations socio-économiques complexes. Et pré-confinement, enfin pré-Covid en tout cas, l'année dernière, on était sur du 7 500 € annuels à peu près donnés à des étudiants. Cette année, on a déjà dépassé les 12 000. Donc on est sur une augmentation démentielle. Parce que la situation s'aggrave et en même temps c'est une situation qui n'est pas uniquement due à l'argent. Hein. C'est aussi le but de l'Agoré. J'étais à l'Agoré avant de me présenter et donc d'être VE. Et il faut une réponse à l'isolement social, il faut une réponse à la santé. Là-dessus, le centre de santé de l'UPHF a plusieurs professionnels de santé, des psychologues, des gynécos, médecins généralistes, infirmiers, à disposition des étudiants gratuitement. C'est payé par la CVEC, ce que payent tous les étudiants en début d'année, 91 €. C'est bien assez cher pour qu'on puisse financer des choses. Et donc oui, on a beaucoup d'étudiants internationaux chez nous dans les aides sociales. Pour ce qui est de l'effet de solidarité, il y a beaucoup d'étudiants internationaux. Il y a une norme qui voudrait que les étudiants arrivent avec de l'argent, assez d'argent pour financer leurs études, ce qui n'est pas vrai. Alors, ce qu'on constate, c'est souvent que les étudiants internationaux rassemblent l'argent et sur un compte peuvent passer en France, obtenir leur visa d'études, puis ensuite renvoient aux gens à qui ils ont emprunté, et ils se retrouvent ici sans rien. Et c'est une catastrophe, mais on n'arrive pas forcément à trouver la solution immédiate pour aider ces étudiants-là. On a des étudiants qui arrivent chaque année en retard, parce qu'ils viennent de l'étranger et qui des fois dorment dans la rue, ils sont à la rue pendant 5-6 jours le temps de trouver un logement d'urgence, tout ça. Donc il y avait eu des réponses du réseau associatif, il y a eu des réponses privées. Il y a une réponse publique, qui est celle du coup c'est l'université, de l'aide comme on peut, mais heureusement qu'il y a aussi la réponse privée qui est celle des associations, des syndicats, des associations de la résidence, parce que c'est un problème qui est tellement dense et complexe que, et là il s'aggrave sincèrement avec le chiffre. Alors comment ça se manifeste de votre côté, comment vous avez constaté au syndicat cette précarité et est-ce qu'elle augmente ou pas? On a le même constat, et d'ailleurs nos organisations à l'échelle nationale font plutôt le même constat d'accentuation de la pauvreté. Le ministère fait lui-même le constat qu'il y a de plus en plus de pauvres. Pour rester que sur la question des étudiants, il y a de plus en plus de pauvres. On pourra parler des apprentis où les ruptures conventionnelles elles ont explosé là, pendant les confinements, etc. Voilà. Alors maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc, il y a eu des lignes d'urgence qui ont été mises en place. Il y a toujours les assistantes sociales, les aides ponctuelles qui peuvent exister, qui s'améliorent au fur et à mesure des années. Heureusement, au fur et à mesure des années, il y a des choses qu'on entend de moins en moins. Là, il va y avoir aussi une réponse par rapport à l'isolement, parce qu'on a tout ce qui est lié aux aides, à part augmenter les budgets et faire pression sur le gouvernement, nous on a du mal à voir où on peut aller. Par contre, il y a aussi des choses qu'on peut faire là, qu'on réclame depuis le mois de mars, qu'on est plusieurs à réclamer, sur la fermeture des universités, etc. C'est qu'on sait qu'on a un virus qui va durer, on sait que du coup l'isolement des étudiants va durer, voilà. Et du coup, c'est qu'est-ce qu'on met en place? Depuis le mois de mars, on aurait pu réquisitionner des bâtiments vides, etc. juste pour lutter contre l'isolement sur place et pas renvoyer les étudiants à rester chez eux, à attendre une connexion Internet. On a vu que dans les Crous, la connexion Internet elle s'était améliorée ces dernières semaines, qu'ils n'ont pas eu le choix. Mais avoir un réseau beaucoup plus développé, beaucoup plus performant pour les cours à distance, ce qui est aussi une lutte contre la précarité. Voilà. Donc il va falloir continuer le combat sur toute cette question-là, parce nous, on n'a pas vraiment l'impression que le gouvernement se rend compte du nombre de désinscriptions, du nombre d'échecs, de l'augmentation grandissante de la précarité. On n'a pas vraiment l'impression qu'il s'en rend compte comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, je vais mettre de côté la question financière, parce que je reviendrai après dessus globalement sur les propositions qui ont été faites et puis peut-être vos propositions aussi. Mais sur la question on sait très bien que voilà, souvent la précarité financière entraîne, et tu l'as très bien dit, Bakar, des situations d'isolement, d'une précarité aussi autour de la santé, tu l'as évoqué. Concrètement, est-ce que les étudiants sont au courant qu'il existe? Est-ce qu'il y a peut-être un défaut d'information? Parce qu'on a l'air d'évoquer, oui, qu'il existe des dispositifs pour permettre justement de lutter contre cette précarité, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit sanitaire, etc. Est-ce qu'ils sont assez au courant? Pas assez? Je ne sais pas qui souhaite s'exprimer là-dessus. C'est assez complexe en fait, parce que nous organisons régulièrement des campagnes publicitaires. Des affichages, des communications, on a tous des pages Facebook. Nous on a un réseau associatif, la FEL c'est plus de 12 associations de départements, à travers laquelle on arrive à communiquer, plus nos pages
FEV plus la page Agora, qui est une page à part. On communique énormément, on se déplace dans les courses, on fait des dons ponctuels. On est là, les assistantes sociales ont nos numéros de téléphone perso, nous appellent. Les administrations ont nos contacts. On est vraiment dans une démarche de communication poussée et on fait le mieux qu'on peut. Et il y a aussi le fait que les étudiants ne sont pas forcément au courant de tout ce dont ils ont le droit. Ils ne se rapprochent pas forcément des bonnes structures, en premier lieu. Par exemple, la première chose à faire quand tu es étudiant et tu es en état de précarité, c'est quand même de se rapprocher de l'assistance sociale ou au moins de l'université ou nous on peut te rediriger ensuite, afin de t'apporter vraiment un conseil, au moins au minimum un conseil, et au mieux une aide alimentaire, sociale, etc. L'accès aux droits des étudiants, c'est quand même, j'imagine, un combat quotidien pour vos associations, etc. C'est même pas uniquement étudiants, hein. On sait tous qu'il y a en France des gens qui ont accès à des aides et qui ne les demandent pas. Hein. Eh bien, c'est pareil chez les étudiants, et la communication avec les étudiants, c'est toujours un immense problème. Alors là, pendant le confinement, on a pour la précarité numérique, la rupture numérique, on s'est dit que c'était la meilleure des choses à faire à l'université pour toucher au mieux les étudiants, parce qu'un mail en toute boîte, c'est déjà une chance s'il n'arrive pas dans les spams, donc c'est pas le meilleur moyen de communiquer avec les étudiants. Donc on envoie des SMS à chaque numéro de téléphone portable d'étudiant via son inscription. Donc c'est comme ça qu'on a su un peu l'ampleur de la rupture numérique, et on compte le faire là dès la rentrée avec le centre de santé pour informer les étudiants, mais c'est difficile de toucher chaque étudiant, enfin ils sont 13 000, les informer de tous leurs droits, de ce qui existe, ce qui est créé par la CVEC, donc, et les aides sociales et ce qui n'est pas des aides sociales, hein, puisque le centre de santé c'est pour tous les étudiants, hein, quelle que soit leur situation. C'est très difficile d'informer tous les étudiants maintenant. C'est vraiment, je vous le dis, en tant que l'université, c'est très complexe. C'est une chose qui est très difficile à faire. Alors le SMS c'est une bonne chose, mais dans un SMS on ne peut pas expliquer c'est sûr, l'ensemble des dispositifs voilà. en un Si SMS. je peux me permettre de revenir dessus, il y a aussi une initiative qui est assez méconnue du CROUS, où il y a une service civique qui se bat dans les CROUS et qui fait du porte-à-porte pour la précarité. Ouais. Et cette personne-là, on est rentré en contact avec elle, elle a nos numéros de téléphone et on lui a expliqué le système de fonctionnement. Par exemple, moi je la connais, j'ai discuté avec elle. Elle a mon numéro de téléphone, elle a mes adresses mail, et quand elle rencontre une situation particulière, je lui propose toujours de donner mon numéro de téléphone perso, que la personne m'appelle ou m'envoie un mail, etc. On essaye au mieux de pallier à ça, mais après. Comment on rompre, chez Babacar, toi qui es au contact, alors c'est pas que vous ne l'êtes pas évidemment, mais toi qui vis ou qui est à proximité des résidences universitaires au quotidien, comment on s'organise? Est-ce que les étudiants s'auto-organisent pour rompre l'isolement par des activités qui s'organisent, etc., pour lutter aussi contre cette situation? De ma part, je peux dire oui, parce que de notre côté, on a une instance sociale qui gère certaines difficultés des étudiants. On a un numéro social pour les étudiants qui ont des problèmes sociaux. Aussi, il y a les informations passent, notre instance sociale passe toutes les informations. Je peux dire qu'il y a aussi le réseau du cœur. Le réseau du cœur pour certains étudiants qui ont des problèmes alimentaires aussi, ils passent là-bas pour récupérer des denrées alimentaires. Tout ça, c'est à cause de notre instance sociale qui passe toutes les informations. De notre côté, moi, je peux dire que l'information passe tout le temps et les étudiants n'ont pas de problème pour s'organiser et de gérer leur quotidien, en fait. Ok. Je voudrais revenir après sur ce que Gaëtan a dit par rapport à la question aussi financière, puisque là on discute un peu des questions de santé, d'isolement. Le gouvernement, pendant la crise, a proposé, du moins a mis à disposition des moyens financiers sur les repas universitaires qui étaient offerts aux étudiants boursiers, hein, si je ne dis pas de bêtises, etc. C'est pas assez, c'est assez. Qu'est-ce qui peut être fait davantage? On parle des fois du revenu, on voit le retour de la question du revenu universel, ou alors d'ouvrir le RSA aux jeunes de moins de 25 ans. C'est une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que vous avez un avis dessus ou pas? Avant le coronavirus, il y a déjà un étudiant sur deux qui travaille pour financer ses études. Ça, c'est encore, on compte ce qui est déclaré, on ne compte pas ce qui est voilà. Donc on est vraiment dans une situation où l'étudiant, avant d'essayer de réviser ou d'apprendre, il cherche à comment subvenir à ses besoins. Donc si on est tous d'accord sur ce constat-là, il va falloir carrément réfléchir en termes de système
et reconsidérer l'étudiant autrement. Alors, on ne sera peut-être pas d'accord sur la terminologie exacte, mais il faut réfléchir à sortir les étudiants du seuil de pauvreté. Donc déjà, de ne pas considérer leur bourse en fonction du revenu de leurs parents, mais de leur propre revenu à eux. Ça, c'est quelque chose qu'on est plusieurs à demander, une sorte depuis très très longtemps. Et il va falloir, l'épisode du coronavirus avec l'isolement que ça a provoqué, c'est encore un argument en plus derrière. Donc moi je suis aussi d'accord pour faire part des causes communes et de se bagarrer là-dessus, parce qu'il y a une urgence, surtout qu'on est parti pour un certain nombre de mois de cours à distance, sans isolement, sans fête, même sans réunion. Là, moi je termine avec un exemple d'aberration. Dans les résidences Crous, ils ont fermé les salles communes de révision, ils ont fermé les locaux dans les sous-sols, etc. Bon, c'est bien sûr lié avec le Covid, mais c'est quelque chose qui est contre-productif pour tous les étudiants. Et quand on pose la question en conseil, on se prend une fin de non-recevoir. Donc il faut que les gens qui sont là-haut, qui réfléchissent à nos conditions d'études, ils prennent vraiment la réalité du terrain, mettent l'argent qu'il faut, fâchent toutes les choses gratuites pour nous sortir de la précarité. Il y a quand même des solutions. Alors, comment justement par rapport à cette question, pour sortir les jeunes de la précarité, on sait que souvent les jobs étudiants, c'est souvent au détriment des études que ça se fait, parce que voilà, des fois ça se passe très bien pour des étudiants, tant mieux. Des fois, bah voilà, faut bien remplir le frigo, donc bah, on choisit de travailler plutôt que d'étudier. Est-ce que les solutions qui sont ouvertes là, alors par différents mouvements politiques, etc., philosophiques, hein, d'ouvrir le RSA au moins de 25 ans, d'un revenu universel demain, etc., c'est farfelu, c'est pas farfelu? Là, je retire un peu la casquette de VPE, mais disons que moi, le revenu universel, j'ai toujours été pour. J'ai milité pour aussi, mais ça n'a rien à voir vraiment avec la casquette de VPE, je tiens à le redire, mais voilà. Hop, là, je la remets. Sur ce qui est du travail étudiant, bon, du coup, dans les 50%, on compte aussi ceux qui travaillent l'été et qui capitalisent pour l'année. Il faut mieux payer les étudiants, c'est compliqué, c'est facile à dire, hein, parce que je ne suis pas patron d'une entreprise. Je suis pas patron d'une entreprise qui engage des étudiants. Mais du coup, on reconnaît le statut de l'étudiant, on lui donne des facilités. L'étudiant salarié n'a pas normalement d'obligation de venir au TD et aux cours obligatoires. C'est un statut d'étudiant salarié. Bon, on essaie d'aider les étudiants au mieux là-dessus, mais les jobs étudiants, ça a toujours existé, et je pense que c'est une bonne chose, et on le voit de toute façon parce que maintenant qu'il y en a moins, il y a moins d'étudiants qui tapent, parce que le Covid, ils viennent finalement, ils sont dans une détresse sociale importante, et ils viennent finalement demander des aides sociales. Est-ce que c'était pas mieux pour eux de travailler? J'en sais rien. Alors moi j'ai pas d'idée précise, c'est que en étudiant la question, c'est une question qui est revenue régulièrement pour lutter contre la précarité en disant il faut développer un système d'aide généralisé à tous. Par exemple, les étudiants étrangers vont tous devoir payer des frais d'inscription astronomiques de plusieurs milliers d'euros. On en a tous rencontré, je pense personnellement, que ça a mis dans la merde à Valenciennes. On sait que ça va mettre plein d'étudiants étrangers dans la merde plus tard. Et on sait que si on ne peut pas reculer ça, on va tous la payer plus tard. Même les Européens, on va tous devoir payer 8 000 euros. Donc déjà, sur ça, il faut faire essayer à reculer le gouvernement. C'est la première manière de lutter contre la précarité, c'est qu'on ne paye plus de frais d'inscription. C'est encore pire quand c'est 8 000 euros. Alors, messieurs, on va devoir, on va vous laisser évidemment un dernier tour de parole, hein, mais on va devoir stopper le débat, c'est très rapide, hein, je sais. Mais c'est l'émission qui est comme ça. Je vous laisse un petit dernier tour de table. On a démarré tout à l'heure à ma gauche, on va démarrer à ma droite. Voilà, que faire? Donc s'il y a peut-être une chose à retenir, une action à mettre en place de manière urgente, ça serait quoi? Dans la vie de tous les jours, c'est continuer d'aider comme on peut dans les associations. Là où on est présent, avec l'association qui est présente là où on est, c'est pas plus compliqué que ça. C'est s'engager. Il y a des étudiants qui habitent dans des villages, d'autres dans des campus, et c'est pas la même réalité, mais on a tous des associations sur place. Et après, nous, on reporte le message qu'il faut s'engager et aller chercher les milliards là-haut pour qu'on puisse avoir des études sans être obligé de travailler et sans être dans la précarité. Merci Gaëtan. Adèle? Je reviens 2 secondes sur l'emploi étudiant. Il y a une alternative qui s'appelle le service civique également. Vas-y. Qui est des contrats beaucoup plus souples, qui sont des contrats de 24 heures semaine. Sur une durée, c'est une fois dans ta vie. C'est un peu le désavantage du service civique. Mais c'est un contrat de durée maximale de 8 mois. 24 heures semaine, sachant que si tu disposes déjà d'aide, ton salaire mensuel peut atteindre les 600 euros, voire un peu plus, en plus des appels, etc. Donc ça et des bourses. Nous, par exemple, à la Gorée, qui est l'épicerie solidaire que je gère, et c'est par ce biais-là que je fais mon action solidaire, etc. Donc on est là pour créer un lien social, pour apporter une aide alimentaire. On n'est pas de la charité, donc on vend nos produits. Certes, on a 10% du prix, mais on crée quand même un pouvoir d'achat pour les personnes en difficulté. Et nous, on emploie, par exemple, c'est l'État qui paye du coup les services civiques. C'est un système un peu spécial.
On obtient un numéro d'agrément et c'est eux qui versent entièrement la totalité du salaire. De Qui l'indemnité. permet aux petites structures comme nous, qui n'en ont pas assez pour avoir des innovations sociales de la Fédération des étudiants de Valenciennes. Et donc on essaie d'apporter de plus en plus de solutions, on démarche de nouveaux partenariats et on fait comme on peut. Très bien, merci. Adèle, Antoine, une solution, une chose à retenir, une chose à mettre en place rapidement, ça serait quoi? En tant que représentant d'une administration, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire qu'il faut que les administrations donnent plus de budget aux aides sociales. C'est ce qui a été fait là pendant le Covid parce que la pandémie a fait que ça s'est vu, ça s'est vraiment vu. Mais la précarité étudiante, ça existe depuis toujours et il faut y apporter une solution. Il existe des solutions, autant dans le public que dans le privé. Est-ce qu'elles y répondent? Je ne sais pas totalement, certainement partiellement. Et donc il faut que et les initiatives privées puissent être financées par le public aussi, et que en argent brut, on donne plus de budget, ou en tout cas on conserve les gros budgets qu'on a mis pendant la pandémie ensuite. Merci. Antoine, car une chose à retenir, une chose à mettre en place rapidement, ça serait quoi? Bon, de ma part, une chose, de mieux développer les instances sociales au sein du CROUS, parce qu'on constate qu'il n'y a pas beaucoup d'instances sociales au sein du CROUS. Du coup, il serait mieux de mieux développer les instances sociales pour que les étudiants puissent subvenir leurs besoins. En plus, je peux dire aussi de réfléchir sur l'identification des étudiants qui souffrent de plus en plus à des problèmes financiers. Je pense que c'est de mieux réfléchir sur l'identification, ce serait mieux aussi. Mieux identifier les étudiants. Et les étudiants qui souffrent de... Parce que le problème est le problème financier, je te dis. C'est le problème financier qui met les étudiants de plus en plus en chaos, en fait. Je peux dire, mais pour l'alimentation, il y a certains étudiants même qui peuvent rester même un jour sans manger. J'ai des amis, et je peux en témoigner, il y a des étudiants qui peuvent rester un jour sans manger. Le problème, c'est le problème financier. Je pense qu'il serait mieux de réfléchir de plus en plus sur l'identification. À identifier mieux les étudiants en difficulté au sein de l'université. Merci Gaëtan, merci Adèle, merci Babacar, merci Antoine pour cette première table ronde de l'émission.